Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Et aujourd'hui je suis avec un guest que nous avons l'habitude d'accueillir, l'homme qui passe au travers des barils. C'est Barmy Fellure bien entendu. Comment ça va Barmy ? Ça va bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui nous ne sommes que tous les deux. Et c'est pour parler justement d'un des chefs-d'œuvre de Hayao Miyazaki, le fameux Princesse Mononoke. Ouais, ça va être cool. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire en deux mots? Au pire je compléterai s'il faut. Alors de ce que je me rappelle, par contre je me rappelle jamais des noms des personnages, ça c'est le truc infect avec moi, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire des noms. Bon bah je vais t'aider, y a pas de souci. Alors il y a le héros, je sais plus comment il s'appelle. Donc Ashitaka. Voilà, Ashitaka c'est ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Il y a son village qui se fait attaquer par un espèce de démon. C'est ça, tout à fait. Ouais. Un espèce de démon, et du coup il tue ce démon, et en tuant ce démon il se fait contaminer par la malédiction qui allait avec ce démon. Tout à fait. Ouais. Du coup s'ensuit une quête où il va aller essayer de trouver la raison de cette malédiction, pourquoi ce démon a attaqué son village, et en même temps d'essayer de se guérir de cette malédiction, de la lever en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Et ce faisant, alors il tue des gens. Oui, alors oui, bien entendu, on va placer le contexte aussi, on est en pleine époque Muromachi au Japon, donc dans le Japon féodal, et bien entendu c'était une époque où la civilisation en fait s'étendait, on va dire, de plus en plus, il y avait de plus en plus d'humains, et de plus en plus bien entendu de batailles entre seigneurs, enfin c'était assez violent comme époque. Effectivement, il y a beaucoup de combats dans le film. Oui, tout à fait, ouais. Et pas mal de violence au final, pas mal de choses assez graphiques. Oui, tout à fait, oui. Des bras coupés, des têtes coupées, des choses comme ça. Ouais. Oui. Ah oui, il faut dire que Princesse Mononoke est quand même assez violent, oui. C'était une œuvre assez, moi pour le coup, j'avais trouvé ça une œuvre assez adulte pour le coup de la part de Miyazaki. Sans qu'il y ait trop, ça reste relativement propre et sans que ce soit gratuit, voilà, oui, tout à fait. Et pas agressif quelque part, mais quand même une certaine violence. On est vraiment plongé dans l'époque, en gros. Hein, ça. On est vraiment dans la réalité de l'époque, en gros. Il y a un côté drôle aussi dans cette violence des combats, c'est que les personnages ils réagissent pas comme comme quand tu réagis dans la vie, quand tu te fais couper un bras, tu hurles, Là, ils sont étonnés et ils regardent avec des gros yeux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est tiens, vrai. Il est où mon bras? Il y a un petit peu ce côté un peu, Il y a vraiment ce côté cartoon qui dédramatise un peu la situation avec les bras coupés, les têtes coupées. Et là où des fois le filtre du dessin animé est assez intéressant d'ailleurs, oui. Ouais, tout à fait. Là voilà, où dans Ken le survivant, il y a du sang partout, ça fait très très mal, ils hurlent et tout, ils sont là, ah non, c'est... Là oui, on est vraiment dans du seinen adulte, ouais. Ouais. Au contraire, là, on coupe des bras, mais ah bah tiens, il n'y a plus de bras. Oui, c'est pas fou. Donc il tue des gens comme ça pendant son périple, après il arrive du coup à un espèce de village fortifié, qui n'est pas vraiment un village, mais plus une espèce d'usine en fait. Oui, un village-usine fortifié. Ça s'appelle Ça a un nom, ce genre de village, en fait, ça s'appelle un tataraba, en fait. C'est-à-dire que c'est une fortification enterrée, en fait. Et qui sert justement de forge aussi. Là, ça sert de mine et de forge, ouais. Tout à fait, ouais. Ça fait les deux. On appelle ça un tataraba, ouais, justement, oui. Donc il arrive devant ce fameux enfin, pas encore, mais il arrive on va dire qu'il va d'abord, dans un premier temps, porter secours à un convoi. Oui. Et justement à un des bouviers de ce convoi, qui va le mener justement au Tataraba. Oui, pour sauver cette énorme forge, voilà. Pour secourir les bouviers effectivement de la fameuse Dame Eboshi. Ils se font attaquer par Mononoke d'ailleurs. Tout à fait, voilà, par la fameuse princesse Mononoke. Qui attaque montée sur un loup avec un deuxième loup. Voilà. Qui attaque le convoi. Ouais, une scène d'action absolument magnifique. Hein,
Et le héros, du coup, il tombe sur des victimes de ce convoi, il les secourt et du coup, il se retrouve à les emmener jusque là où ils habitent, donc le fameux Tataraba, Ouais. qui sert d'usine et de forge. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est-à-dire qu'il rencontre la fameuse matriarche, un peu. Voilà, la fameuse Dame Eboshi, voilà, tout à fait. Dame Eboshi, la matriarche. Voilà. La matriarche, voilà, du fameux clan, enfin, du fameux village, quoi. Voilà, et qui est férue de technologie parce qu'elle aime beaucoup les armes à feu. Ouais, tout à fait, oui, on va dire que c'est une femme très moderne, oui, pour son époque. Et elle déteste tout ce qui est croyance, tout ce qui est dieu de la forêt, tout ça. Elle tout est à pas fait. les hippies, quoi, en gros. Ah non, elle est très, oui, elle est très axée, voilà. Très elle est pragmatique. oui, très pragmatique, oui, tout à fait, ouais. Et du coup, elle, en plus, son but c'est de faire de l'argent pour que le village se porte bien. Hmm. Du coup, elle rase la forêt pour pouvoir miner plus de choses, pour pouvoir aller Ouais. vendre le fer, et Donc, empiéter Et puis- sur le territoire des fameux dieux. voilà. Jusqu'à les détruire complètement au final. Parce que Ah oui, c'est- bien c'est- sûr. Pour ne plus se faire attaquer par ces fameux dieux qui eux se défendent de leur côté comme ils peuvent, donc en attaquant régulièrement le Ces convois, voilà. village. Fameux Ces convois, le convois, village. voilà. Le village aussi, oui. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Donc, bien entendu, la fameuse princesse Mononoke San, lors de la fameuse nuit de l'arrivée de Ashitaka, va attaquer justement le fameux village, le fameux Tataraba. Oui. Et il va se passer une confrontation entre Dame Eboshi et San de toute beauté, qui va être interrompue par l'intervention d'Ashitaka, qui lui va se prendre déjà une balle dans le buffet. Par une Après des les avoir veuves. interrompus. Hein. Voilà, après les avoir interrompus par une des veuves justement des fameux bouviers qui ont été récemment attaqués par la fameuse princesse Mononoke. Et il va fuir avec San. Et là, n'en disons pas plus, n'est-ce pas? L'histoire va commencer à partir de là, de cette fameuse rencontre entre la princesse Mononoke et Ashitaka. Bien entendu. Et dites-vous que ce que nous venons de vous pitcher, ce n'est qu'une partie du film. Ah oui, c'est que le début il dure 2 heures, combien? Je ne sais plus, 2h04? Non, je sais plus. Oh oui, il est bien long. Ou 2h30, je Et, sais plus exactement, ouais, mais il dure plus de 2 heures. Voilà, et Dieu sait qu'il y a encore tout un tas d'autres péripéties derrière. Et ça, je crois que c'est à peine la première heure qu'on vient de raconter là. Ouf, oui, à peine la première demi-heure, je pense. Ouais, Voilà. je dirais 3/4 d'heure quand même, mais ouais, ça doit être quelque chose comme ça, entre une demi-heure et 3/4 d'heure du début. Ça va quand même assez vite, ouais. Donc voilà pour un petit peu l'histoire, pour vous allécher un petit peu si vous n'avez pas encore vu ce chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki. Ah, il faut le voir. Il faut le voir, hein, moi c'est un de mes préférés avec un autre qui est Laputa, le château dans le ciel, c'est mes deux préférés. Donc Princesse Mononoke un petit peu devant quand même. Donc en fait, moi je vais un petit peu justement étendre un petit peu ma science. Voilà, vous allez me trouver un peu pédant, mais en fait il faut savoir que la genèse du projet Mononoke est tout à fait rocambolesque en fait, parce que il faut savoir que notre très cher Hayao Miyazaki en 1980 avait fait des espèces de storyboard préparatoires et il faisait un petit peu le tour de tous les studios d'animation pour essayer de vendre un petit peu ses projets de films à travers ses storyboards préparatoires et tout ça. Et dans ces fameux storyboards préparatoires, il avait déjà le projet de faire Princesse Mononoke. Déjà en 1980. Ce qui est quand même pas mal. Ouais. Donc, ce qui lui est arrivé à ce pauvre Hayao, c'est que tous les producteurs lui ont dit non, mais Princesse Mononoke, ça marchera jamais. Et donc, il faut savoir en fait qu'au départ, le projet Princesse Mononoke devait être en fait une adaptation de La Belle et la Bête. De La Belle et la Bête, bien entendu, de la fameuse autrice Marie le Prince de Beaumont. Et justement, il devait le transposer dans un univers japonais. Et faire un petit peu son La Belle et la Bête made in Nippon, quoi. En version japonaise, ouais. C'est ça, ouais. Et apparemment, beaucoup de producteurs lui ont dit non, mais ça marchera jamais, laisse tomber. Hein. Et lui, il a quand même tenu bon.
il a quand même tenu bon, il s'est dit bon bah écoute, je vais le mettre de côté et puis un jour je le ressortirai, je suis sûr que ça peut marcher. Et donc ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il s'est amusé, il a quand même pris ses illustrations, enfin c'est son storyboard préparatoire, il en a fait en fait un recueil d'illustrations qu'il avait réussi à publier en fait en 1983 chez l'éditeur Kodansha. Donc si vous voulez voir certaines de ces illustrations, je pense que vous pouvez les retrouver. Et justement, c'est vachement intéressant parce que ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, bon, il faut rappeler quand même que Princesse Mononoke est sorti en 2000 chez nous. Il est sorti en 97 au Japon. Donc bon, il y a un petit moment déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre-temps, donc du fameux moment où il a sorti ses illustrations, ou en tout cas il avait fait son storyboard préparatoire, en 1988, il avait fait Mon voisin Totoro. Et il faut savoir que Mon voisin Totoro, le souci, c'est que ce très cher Hayao a pris énormément d'éléments qu'il avait mis dans son projet Princesse Mononoke, La Belle et la Bête. Justement, il a récupéré énormément de choses de ce projet-là qu'il avait pour le mettre dans Totoro. Et en fait, il faut savoir que ce qui devait être la bête dans le premier ersatz de Princesse Mononoke ressemblait en fait, était un mix entre le Chabus et Totoro. Ouais. Ça aurait été marrant, ouais. Voilà, et donc tout le truc en fait, c'est que comme il avait fait ça pour Totoro, il ne pouvait plus faire le Princesse Mononoke qu'il avait à l'origine. Donc, bien entendu, ce serait un petit peu sous-estimer ce grand maître, car en fait, il faut savoir que ce qu'il a fait après, c'est que bien entendu, il a ressorti le projet Princesse Mononoke en 93 pour essayer de le faire justement, vu qu'il avait déjà créé son studio, donc il s'est dit bon bah maintenant c'est moi le producteur, je peux faire ce que je veux. Ouais. Donc il a ressorti le projet Princesse Mononoke. Il savait qu'il pourrait plus faire justement, il pourrait plus adapter le récit de Madame de Beaumont. Donc il s'est dit je vais faire autre chose. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que il avait fait une autre œuvre en 1983 qui s'appelle Suna no Tabi, ou le voyage de Suna. Et en fait c'était une espèce d'histoire en fait qu'il avait fait en manga, qui reprenait en fait un ancien conte mongol d'un prince qui ressemble au prince Suna. En fait, c'est vraiment la même épopée, il a exactement la même épopée que le prince Ashitaka dans Princesse Mononoke. Et donc en fait, quelque part, il a mixé un petit peu Suna no Tabi avec son premier projet de Princesse Mononoke, l'histoire de malédiction, de la belle, de la bête, vu de cette espèce de prince en quête, qui est en quête de quelque chose, et qui va trouver finalement peut-être autre chose que ce qu'il cherchait. Voilà, il y a tout ça en fait qui finalement en 1994 va donner justement la prémisse quelque part de ce que va devenir le fameux Princesse Mononoke qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et ça c'est un peu mélanger les deux ah oui, œuvres, c'est vraiment une sacrée histoire quoi. Et donc quelque part c'est assez rigolo parce que il en est vraiment arrivé finalement en mixant et en reprenant certains de ses projets à faire vraiment un chef-d'œuvre quoi. Donc c'est assez rigolo, surtout que on se rend compte qu'il lui a fallu presque 10 ans finalement pour faire ce qui est devenu Princesse Mononoke quoi. Donc ouais. c'est vraiment assez marrant comme histoire à connaître quoi. Moi je trouvais, moi ça m'avait beaucoup plu quoi, d'apprendre tout ça quoi, justement sur Hayao Miyazaki et sur la façon dont il était arrivé à Princesse Mononoke quoi. Il y a vraiment une très très belle histoire. Ah, clairement, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve les Sylvains de mémoire. Ils sont aussi dans Totoro, les Sylvains, ceux qui tournent la tête et qu'il faut clic, clic, clic. Oui, en effet, ouais. Oui, en effet, oui. Bah, de toute manière, ce qu'il faut savoir de Hayao Miyazaki, c'est qu'il adore en fait reprendre certains trucs de ses œuvres précédentes. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, il a repris. Bon, on va pas
trop s'épancher là-dessus, mais il a repris énormément aussi de choses, par exemple de Nausicaa. Il a énormément repris de choses de Nausicaa pour les mettre dans Princesse Mononoke. Il y a même des personnages qui sont quasiment similaires des fois. Ouais. Voilà, par exemple la vieille chamane. La vieille chamane du village d'Ashitaka. Ah oui, Elle ressemble énormément à la vieille sorcière de Nausicaa, par exemple. Oui. Ah oui, des fois sur le chara design, ils réutilisent vraiment des personnages presque oui, traits de portrait. Oui, voilà, oui, c'est exactement là où je voulais en venir. Ouais. Par exemple, Eboshi, elle ressemble énormément à la princesse là la fameuse princesse. Elle ressemble énormément justement Eboshi à la princesse Asbel. Qui est l'espèce de princesse qui va déclencher un démon là pour détruire justement la forêt empoisonnée là. Dans Nausicaa. Dans Nausicaa, oui. Ouais. C'est exactement. En plus, elles ont presque un cheminement qui est identique quoi. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent énormément déjà, enfin pas physiquement, mais au niveau du caractère, elles se ressemblent énormément. Oui, et d'ailleurs, elles vont toutes les deux, si tu te rappelles, elles vont toutes les deux perdre justement leur bras droit. Aussi. Ah ouais, c'est le bras droit toutes les deux. Ouais, ah, c'est marrant. Hein. Non, ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et ça, Hayao en est friand hein, de reprendre des trucs, voilà, des références à ses propres œuvres en fait. C'est assez rigolo quoi. C'est vrai que là c'est quasiment le même personnage qui a le même cheminement avec la même psychologie. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est assez rigolo. Ouais. Donc, sur ce, est-ce que nous ne parlerions pas un petit peu de tous ces personnages qui gravitent un petit peu dans Princesse Mononoke et qui sont, on va dire pour les personnages principaux, magnifiquement écrits hein, de toute façon, que ce soit Ashitaka, que ce soit San, donc que ce soit Dame Eboshi, que ce soit justement cette espèce de triangle qui se noue, on va dire, qui se lie entre eux aussi. Qui est assez intéressant à suivre aussi à travers tout le film, où justement il y a ce personnage en fait de la princesse Mononoke hein, de San qui fait vraiment penser en fait à une chamane. Ouais. Et d'ailleurs au moment où en fait c'est fabuleux parce qu'elle incarne vraiment cette espèce d'aspect chamanique dans le sens religieux du terme et spirituel aussi. Où justement au moment de la fameuse attaque contre le Tataraba, on a vraiment l'impression qu'elle est un animal quoi, qu'elle est même plus humaine, que c'est un animal, elle est carrément courbée, elle est très rapide, enfin c'est vraiment, il y a une espèce de mimétisme qui est absolu dans cette scène là quoi, dans cette scène d'action là quoi. Ouais, elle prend la forme de loup presque ouais. Oui c'est ça en fait, oui. Oui, donc justement, il faut savoir que c'est une humaine qui a été élevée par des dieux loups, on va dire, par la fameuse Moro, voilà, oui. La fameuse Moro qui est très d'ailleurs, qui est vraiment la grande sage de la forêt, c'est assez marrant, parce qu'il y a deux trois petites, on va dire, deux trois petites conversations avec Ashitaka qui sont assez intéressantes là entre les deux personnages justement. Ouais. Où elle lui dit que à une époque elle l'aurait bouffé mais que finalement elle avait décidé de l'élever quoi. Enfin c'est assez marrant quoi. Et aussi t'as tout le personnage en fait du prince aussi, pour le coup du prince aussi Ashitaka quoi, qui va quelque part abandonner le destin auquel il était prédestiné, c'est-à-dire de devenir le chef de la fameuse tribu des Enishi quoi. Ouais. Et il se sacrifie presque. Oui c'est ça ouais. C'est censé le condamner normalement. Bon à la fin il est quand même sauvé mais. Bon voilà. Attention spoiler. Trop tard. De toute façon si vous l'avez pas vu maintenant, il faut le voir déjà. Et spoiler un film aussi vieux, c'est pas vraiment du spoil. Bon, c'est plus du spoil. C'est un classique. On peut plus spoiler un classique. Ah oui, c'est un classique. Non, c'est un classique. Oui, donc cette malédiction qui est censée le tuer, et du coup il se sacrifie pour protéger son village
C'est ça en fait, oui, oui. Et en sachant que la malédiction est censée le tuer. Et du coup, à ce moment-là, il perd sa place de futur chef du village, et il doit s'exiler pour essayer d'aller guérir sa malédiction ou mourir tout seul dans son coin. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, ça c'est une question intéressante. Qu'est-ce que tu as pensé de la représentation et comment dire, et de l'utilisation de cette fameuse malédiction, en fait? Déjà de la stigmatisation de la malédiction et justement de ce qu'elle apporte quelque part. Le fait qu'elle lui donne une force surhumaine. Et oui, tout à fait. Mais elle lui donne une force surhumaine qu'à certains moments. Et plus il s'en sert, plus elle se répand. Ça fait un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'il s'est servi un peu du Seigneur des Anneaux avec l'anneau unique, qui est un peu ce genre de pouvoir. Plus tu t'en sers, il a des pouvoirs très puissants, et plus tu t'en sers, plus son emprise s'étend sur toi, et plus Sauron te voit en fait. Ouais, c'est ça, oui. Oui, et puis on voit vraiment que à chaque fois que il a des intentions meurtrières ou des sentiments de colère, ça active le fameux stigmate, quoi, qui en plus se matérialise par des tentacules noirs, enfin, fantomatiques, ouais. Fantomatiques en plus, voilà, oui. Oui. Même Sun d'ailleurs en est complètement terrifiée quand elle voit l'apparition du stigmate, quoi. Ouais. Même quand c'est pas de la colère, hein, quand il la protège et il s'interpose entre les deux, justement là, il est pas du tout en colère. Au contraire, il est très calme et justement il essaye de pacifier la situation. Et c'est là où les tentacules elles se développent le plus parce qu'il utilise toute sa force, son pouvoir pour convaincre. En fait, il utilise tout ce pouvoir pour convaincre tout le monde autour de se calmer, quoi. C'est vrai, ouais. Donc au contraire, il est très très calme, c'est pas du tout la colère qui le dirige à ce moment-là, mais il se sert de la malédiction et c'est là où elle se montre le plus agressive, et c'est là où elle se répand le plus sur son bras. Donc c'est pas forcément que dans les sentiments négatifs, mais aussi dans ses sentiments positifs. Quand il fait des bonnes actions, ça répand aussi la malédiction dès qu'il se sert du pouvoir que ça lui confère. Ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais ouais, justement. Bon, bah, justement, après, on peut aussi donc du coup parler d'un petit peu. Alors c'est ça qui est rigolo parce que Dame Eboshi, elle est assez contrastée dans le sens où est-ce qu'elle est vraiment finalement l'antagoniste de ce film, ou est-ce que finalement elle n'est qu'une autre protagoniste finalement du film, parce que moi je sais qu'en parlant énormément de Dame Eboshi, il y en a beaucoup qui ne la voient pas forcément comme l'adversaire à abattre en fait dans ce film-là en fait. Ah non, ouais, c'est pas le cas. Ouais, c'est quelqu'un qui a des intentions. En plus, elle fait des mauvaises choses, mais pour des bonnes raisons, en fait. C'est pour protéger toutes les femmes et faire prospérer le village dont elle a la charge, qu'elle veut détruire les dieux qui l'attaquent. Elle fait des choses pour une bonne raison, mais elle fait les mauvaises choses, ce qui font que ça rend les choses encore pires. Ça rend la situation pire au lieu de l'améliorer. Moi, ce qui est terrible avec ce personnage, c'est que on a plein de preuves, en fait. Au moment où au moment où elle fait visiter à Ashitaka son village, en fait, on a plein de preuves de sa grandeur d'âme. Parce que elle elle soigne des lépreux, elle a racheté, ou en tout cas, elle a protégé, justement les fameuses femmes de la forge. Il faut bien comprendre que ces nanas-là, je sais plus si, non, c'est pas dit, mais en tout cas, c'est pas dit clairement, mais on le comprend. Ces nanas-là, elles étaient vendues pour aller dans des bordels, quoi. C'est ça. On comprend que c'était des esclaves sexuels, qu'elles étaient à la merci d'hommes. Voilà. Donc elle a sauvé aussi ces filles-là, tu vois, d'un destin terrible, quoi, d'une traite esclavagiste pure et dure, quoi. Ouais. C'est ça. Elle leur a donné justement, en plus, il faut savoir, alors là aussi je vais étaler un peu ma science, mais il faut savoir en plus qu'au Japon, les femmes que l'on voit par exemple à la forge, comme dans Princesse Mononoke, pardon,
justement, c'est un blasphème. C'était interdit. Les femmes ne qui pouvaient travaillent. pas être. Ah oui, les femmes ne pouvaient même pas se. Là, pour le coup, elles s'occupent de la soufflerie, mais techniquement, les femmes ne pouvaient même pas s'occuper de ça. C'était interdit. C'était un crime de lèse-majesté, quoi, là-bas. Ah, c'est un travail physique en plus qu'elles ont, donc c'est. Justement, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle leur donne en les faisant travailler, en leur donnant un tel travail, en fait, elle leur donne un pouvoir, en fait. Elle leur donne un énorme pouvoir, en fait. Oui, parce que c'est le travail le plus important, du voilà. coup, c'est elle Et on voit, voilà, oui. Et on voit que le travail du fer est quand même très, très demandé, aussi. Oui, complètement, ouais. Et forcément. ouais. Vu que c'est la guerre, le fer c'est pour faire des armes. Justement, ouais. Et donc, du coup, elles ont encore un pouvoir supplémentaire sur. Alors, il faut savoir aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que il faut savoir que tous les métiers de la forge ont aussi un lien justement avec cette espèce d'aspect chamanique que nous retrouvons dans Princesse Mononoke. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que dans les temps anciens, on disait justement que le forgeron était un petit peu une sorte d'exorciste. Il était celui en fait qui combattait les démons et qui des fois intervenait justement pour les détruire. Donc justement, il y a toute une espèce d'aspect où San finalement et Dame Eboshi qui est la représentation de la forge, il y a un sous-sens encore plus fort quand on connaît un petit peu les codes. Ouais. C'est-à-dire que les deux ne peuvent être que ennemis, quoi. C'est ça qui est assez rigolo, quoi. Et alors, ce qui est un peu triste avec ce personnage d'Eboshi, c'est que contrairement à San, il faut bien comprendre que les deux héroïnes, en fait, elles sont très extrêmes dans leur approche. C'est-à-dire, il y en a une qui veut sauver la forêt, qui veut empêcher la civilisation, et l'autre qui, au contraire, est à fond. C'est presque la grosse capitaliste qui veut que son village devienne puissant, qui veut, malgré que le fait que le village devienne puissant, elle veut que tout le monde soit heureux, voilà, elle veut essayer de créer une espèce d'utopie sociale. Ouais. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que les deux personnages sont très extrêmes, et quelque part, la seule qui sera sauvée des deux, ce sera San, parce que elle réussira, grâce à Ashitaka, justement, à se remettre en question. Bah, Eboshi aussi. Eboshi, non, finalement, du fait qu'elle se fera bouffer le bras à la fin et qu'elle participera à la chasse. C'est ça qui fait qu'elle se remet en question. Mais trop tard, quelque part. Bah, quelque part, un peu tard, mais elle perd juste un bras, au final. Elle perd pas la vie, elle se remet en question après avoir perdu le bras, et après ça se finit bien du coup. Puisque... On va dire que oui, ça se finit bien, heureusement pour elle. Mais ça se finit bien quelque part grâce à San et à Ashitaka. Oui. Et qu'as-tu pensé du fameux moine le traître. Ah oui. Comme j'aime appeler ces personnages-là, le Zélos de... le Zélos de Princesse Mononoke, le fameux moine Jiko. Cette espèce de moine un peu trouble, je dirais. Ouais, mais fort sympathique. Qui au final est à la solde du peuple qui a exterminé le peuple dont Ashitaka est un descendant en fait. Il reste plus qu'un village de cette peuplade-là. Et Shinichi, ouais. Voilà. Ben, en fait, il est aux ordres de l'empereur directement. Et en fait, voilà, il faut savoir que voilà, l'empereur du Japon à cette époque-là avait complètement décimé les Enishi. Ouais. Exactement. Donc c'est assez rigolo. Oui, ouais. Là aussi, c'est assez rigolo, car lui, son objectif justement est de chasser le fameux Shishigami, le fameux dieu cerf, voilà, qui est devenu emblématique lui aussi. Dans Princesse. Puisque sa tête est censée donner la vie éternelle. C'est ça. Et oui. Du coup, il récupère sa tête pour essayer de la. Je sais pas s'il veut vraiment la ramener à l'empereur ou la garder pour lui. Je pense qu'il l'aurait ramené à l'empereur, hein, vu qu'il avait déjà prévu le transport et tout le business. Ouais. Donc oui, voilà un petit peu pour tous les personnages un petit peu de Princesse Mononoke. Bon, sur ce,
J'espère que nous vous aurons donné envie de voir ce film ou de le revoir. Hein. Malgré les quelques spoils. Bon, c'est pas méchant. Pour ceux qui l'ont pas Mais vu. sur ce, voilà. Sur ce, il faut le voir hein, de toute manière. Si vous l'avez pas vu, c'est un des classiques Ghibli à même avoir dans sa vidéothèque. Hein. Tellement il est fabuleux et tellement il est intemporel et il y a vraiment une fibre d'ailleurs justement c'est là où on voit aussi un petit peu la fibre un petit peu écologique très écolo de Hayao Miyazaki justement. Il y avait déjà un petit peu ce petit côté fibre dans mon voisin Totoro, mais elle est encore plus présente je trouve dans Princesse Mononoke aussi. Donc il y a un côté antiraciste aussi aussi avec voilà, il y a vraiment ce thème-là du racisme et de la xénophobie qui est abordé. De la tolérance, oui, voilà, tout à fait, ouais, aussi, c'est vrai. Avec c'est vrai que les dieux ils essayent d'exterminer les humains et oui, c'est vrai, juste parce qu'ils se comprennent pas en fait. Ça, oui, et les vrai, humains essayent d'exterminer la forêt. Alors, c'est simplement qu'ils se comprennent pas et qu'ils ne s'acceptent pas du coup. Ils essaient de s'entretuer. C'est vrai, oui. C'est vrai. Bon, sur ce, si vous voulez voir un magnifique film avec peu de samouraïs mais de vrais êtres humains, avec des dieux courroucés et des femmes complètement obnubilées par le capitalisme, vous pouvez tout à fait vous mater Princesse Mononoke. Sur ce, on va peut-être un petit peu parler, hein, on va peut-être faire un petit peu de promo pour toi, Barmy, toujours sur ta chaîne Twitch. Toujours sur la chaîne Twitch de Neural Oscillations Games, que tu vas mettre un petit lien quelque part, je pense, au-dessus du podcast. Tous les mercredis soirs, du coup, de 21h à, bon, des fois ça se prolonge un peu, 23h, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à aller le voir, ça a vachement, j'ai vu là, l'évolution est vraiment excellente depuis les débuts là. Ouais, ça évolue doucement, mais ça évolue. Ouais, ça y a, oui, bah là, choses. Oui, bon, des fois d'une semaine à l'autre, il n'y a pas forcément de grandes différences, mais voilà, au fil des semaines, on peut voir l'évolution, me poser des questions aussi pour voir comment j'ai fait ça, ou qu'est-ce que je prévois de faire après. Tout plein de choses comme ça, c'est un live qui est fait pour ça. N'hésitez pas à passer, je vous accueillerai avec grand plaisir. Oui, allez-y parce que c'est vachement intéressant. Donc sur ce, nous vous laissons, chers animés fans, et nous vous retrouverons pour un prochain podcast. Allez, salut! Salut!